Plutôt qu'une conclusion, ce qui est très prétentieux d'essayer de faire une conclusion, je vais plutôt faire une ouverture vers le futur, pour continuer à poser encore des questions et à réagir à ce qui a été dit au cours de ces 2 journées. On a entendu une révolution heureuse, on a entendu des personnes qui ont exprimé des craintes, vous avez entendu des experts qui ont exprimé les risques sur la sécurité, les risques sur le travail, qui risquent d'être pris par les robots, risques, sécurité, hommes plus heureux avec l'intelligence artificielle ou moins heureux. Tout ceci illustre ce que vous connaissez, qui est l'ambivalence du progrès. L'ambivalence du progrès, c'est que ça peut être extraordinaire pour la médecine, pour les progrès médicaux, pour traiter le cancer éventuellement, utiliser des cellules embryonnaires pour remplacer des organes déficients. On voit le côté positif de l'évolution et du progrès technique et du progrès scientifique. Mais aussi la vieille équation, progrès technologique égale progrès industriel, égale progrès économique, égale progrès social, égale bonheur des hommes. On sait aussi que ça peut conduire au pire des attaques à l'environnement. On peut détruire l'environnement, on peut changer le climat, on peut réduire la biodiversité. Donc ça, c'est la preuve de l'ambivalence du progrès. On est au cœur de cela. Donc ce que je voudrais, c'est essayer de faire une ouverture vers le futur. Une ouverture qui, quand on entend toute la complexité des différentes interventions sur des sujets très complexes qui ont été proposés, on a une attitude de se considérer comme optimiste ou pessimiste. Je dis bien ou. C'est-à-dire on se cantonne, en fait, on s'enferme dans une attitude optimiste ou pessimiste. Et c'est une attitude qui nous enferme, parce qu'on prend une position, on a du mal à s'en sortir. Il faut en fait qu'on la défende en permanence. Je défends mon optimiste ou je défends mon pessimiste. Parce que ces situations qui enferment, en fait, il y a des quantités de solutions entre les deux. Il y a, comme le célèbre livre l'a dit, 50 nuances de gris entre le pessimisme et l'optimisme. De telle sorte que Edgar Morin lui-même, avec beaucoup d'humour qui le caractérise, dit qu'il est un opti-pessimiste. Ce qui montre un peu qu'il est difficile de choisir entre l'un ou l'autre. Donc, plutôt que de s'enfermer dans l'optimisme ou le pessimisme, je pense qu'il faut avoir une attitude, en tout cas celle que j'essaye de promouvoir, positive, constructive, réaliste et pragmatique. Et je voudrais revenir à cette célèbre expression de Antonio Gramsci, ce philosophe et politique italien mort en 1937, qui a en fait créé le Parti communiste italien, qui disait « Au pessimisme de la raison, préférons l'optimisme de la volonté. » Tout est dit. Avec l'optimisme de la volonté, on pense qu'on peut faire quelque chose. On a envie d'essayer de faire quelque chose. On a envie ensemble de faire quelque chose. L'optimisme de la volonté est porteur, il est positif, il est constructif ensemble. Alors évidemment, il y en a qui sont dans la guerre des intelligences, comme mon cher ami Laurent, il est peut-être encore là, Laurent Alexandre. Il y a des gens qui sont dans la guerre des intelligences. Moi, je suis dans la transmission et dans la construction. J'essaye avec d'autres de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que l'intelligence artificielle ne nous réduise pas, comme le disaient Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking en 2015. Ils ont changé depuis, ne nous réduisent à l'état d'esclaves et réduisent l'humanité à l'état d'esclaves. Ils ont changé parce qu'ils pensent, comme moi, que l'intelligence humaine peut être augmentée par l'intelligence artificielle. Alors, où est-ce qu'on en est après cette introduction positive? Eh bien, je voudrais surfer avec vous la vague. Moi, je suis un surfeur, donc je voudrais surfer avec vous la vague du futur d'une manière positive et vous conduire et vous emmener vers ce qu'on appelle un point de singularité qui va vous surprendre, je l'espère. Donc, surfons la vague du changement, surfons la vague du futur d'une manière positive et essayons de regarder d'abord où on en est. Là où on en est, c'est que nous sommes devenus des hommes-dieux. Je le dis dans mon dernier livre, je cherche à comprendre les codes cachés de la nature. Yuval Harari, dont vous avez certainement entendu parler, le dit très très bien dans son livre, qui s'appelle d'ailleurs Homo Deus. Nous nous sommes transformés en hommes-dieux. C'est-à-dire que nous prenons le relais de la création, de l'évolution, nous prenons le relais de l'évolution biologique, de l'évolution technologique, de l'évolution numérique.
Et nous prenons ce relais avec nos propres valeurs, avec nos propres outils, et nous les conduisons. Tout à l'heure, on disait on ne sait plus où ça mène, on ne sait plus où on va. Eh bien, on peut commencer à détecter un peu, grâce à la prospective et grâce aux tendances, où nous allons. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que ces hommes-dieux ont créé quelque chose que j'appelle plus l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un mauvais mot, parce que c'est un mot que l'on plaque sur notre intelligence. Il y a l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Non, nous avons créé ce que j'appellerais des intelligences alternatives. Intelligence alternative ou intelligence auxiliaire. Ce n'est pas pareil que l'intelligence artificielle. L'intelligence alternative ou l'intelligence auxiliaire, c'est une intelligence que nous allons pouvoir réutiliser en symbiose avec elle pour nous augmenter nous-mêmes, augmenter notre propre intelligence. Je suis pour aller vers l'intelligence humaine augmentée collaborative. Donc, comme nous avons un alter ego, je pense que nous sommes en train de créer un alter cogito. Si vous permettez que j'emprunte à Descartes sa célèbre phrase « cogito ergo sum ». Donc, plutôt qu'un alter ego, nous créons avec l'IA, l'intelligence auxiliaire ou l'intelligence alternative, un alter cognito, c'est-à-dire une possibilité d'intelligence qui nous regarde de l'extérieur. Essayez de comprendre l'importance colossale que ça a. Déjà, nous sommes intelligents et nous sommes conscients parce que nous sommes conscients de notre propre conscience. Alors qu'un animal est conscient, mais il ne sait pas qu'il sait. Nous savons que nous savons, nous sommes conscients de notre propre conscience. Donc cet alter cogito crée, et va créer de plus en plus chez nous, ce que l'on appelle chez les philosophes et les épistémologues, la métacognition. C'est un grand mot, mais la métacognition, ça veut dire se connaître de l'extérieur. Et comme certains pensent, comme Elon Musk, s'implanterait des puces pour communiquer en permanence avec l'intelligence artificielle, moi je suis contre les systèmes invasifs. Je pense qu'avec toute la technologie qu'on a, on peut avoir des systèmes métables et pas seulement des systèmes portables qui nous permettent d'être en relation permanente avec les intelligences artificielles, ou plutôt l'intelligence auxiliaire, ou l'intelligence alternative, comme je viens de la nommer. Nous rentrons dans une ère de symbiose. L'homme symbiotique et la femme symbiotique en relation avec leur écosystème dans lequel ils vivent, leur écosystème numérique, c'est le changement fondamental de ce que j'appelle le changement de nature de l'humanité. Donc il faut bien comprendre que cette métacognition de nous-mêmes, grâce à l'intelligence alternative et à l'intelligence auxiliaire avec laquelle nous allons vivre de plus en plus en symbiose, grâce aux outils connectés que nous avons autour de nous et sur nous, conduit à un changement de nature de l'humanité. Je crois qu'il faut bien le comprendre dans le cadre de ces entretiens de Royaumont, dans un lieu qui élève l'esprit. Il faut prendre de la distance et comprendre qu'on va vers un changement de nature de l'humanité, ce que j'appelle l'hyperhumanisme, en opposition au transhumanisme. L'hyperhumanisme, c'est d'être encore plus humain. Et l'intelligence artificielle peut nous y aider. Comme la machine mécanique, l'automation nous a aidé à libérer un certain nombre d'énergies chez nous, qui étaient capturées par la tâche immédiate à accomplir, à soulever des poids, à pomper de l'eau, transporter des charges, labourer la terre. Et je voudrais vous rappeler quand même cette extraordinaire invention de Watt et Boulton en 1788. Au moment où ils ont inventé la machine à vapeur, ils avaient créé un volant d'inertie pour savoir à quelle vitesse la machine à vapeur allait. Et pour pouvoir régler la vitesse de ce volant d'inertie, on prenait des jeunes de 10 à 12 ans, qui étaient le matin à 7 h du matin jusqu'à 10 h du soir, la main sur l'arrivée du robinet d'arrivée de vapeur, et quand le volant tournait trop vite, il ralentissait. Et Watt et Boulton ont inventé le régulateur à boules, c'est-à-dire un axe vertical qui tourne avec des boules qui s'écartent, avec la force centrifuge, et comme ces boules s'écartent, elles tirent l'arrivée de vapeur, elles la ferment. Donc les boules se rapprochent et les rouvrent. Donc c'est le début de l'automation. Et comment ils ont appelé le régulateur à boules? Governor. Gouverneur de la racine grecque kubernetes, d'où vient gouvernail, et gouvernement, et gouvernance. La cybernétique disait Ampère, et pas Norbert Wiener. C'est l'art d'assurer l'action par une petite quantité d'informations qui mobilise des grandes quantités d'énergie. Et Ampère avait dit, la cybernétique, c'est l'art de gouverner les hommes. Donc si je vous dis ça, c'est que l'automation et la machine ont libéré l'homme de nouvelles énergies, qu'il a réinvesties dans d'autres choses, comme la création artistique, musicale, scientifique, etc. Eh bien, nous pensons, beaucoup d'entre nous, que l'intelligence alternative ou l'intelligence auxiliaire en symbiose avec nous va créer cette libération de notre cerveau de cases qui aujourd'hui sont occultées par l'égoïsme, la concurrence, la compétition, le centré sur soi,
et qui vont libérer des potentialités qui sont là, la solidarité, la générosité, l'empathie, l'amour, le respect des autres, le respect de la diversité, mais occultées par, si j'ose dire, le nez sur le guidon. Donc voyons l'intelligence alternative, IA, ou l'intelligence auxiliaire, IA, voyez l'alter cogito que nous sommes en train de créer comme un extraordinaire nouveau pouvoir si nous savons bien l'utiliser et si nous savons bien commencer dès maintenant à l'utiliser. Donc la vision que j'ai plutôt, c'est une vision de construction, une vision de transmission, pas seulement la vision de la guerre des intelligences. Aller vers l'hyperhumanisme, c'est d'être encore plus humain ensemble, c'est changer de nature. Mais pour ça, il faut pouvoir expérimenter. Et c'est là où je suis, moi, dans la construction et dans la transmission, plutôt que dans la guerre et la peur permanente. Ayons moins peur de l'intelligence artificielle que de l'ignorance naturelle. J'avais dit quelquefois, je disais un peu, je me suis adouci depuis, je disais, ayons moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Mais je préfère dire de l'ignorance naturelle. Notre rôle, c'est la transmission, la communication, la construction collective de cet avenir grâce à l'intelligence auxiliaire et à l'intelligence alternative. Alors comment faire? Comment changer de nature? Comment vous, les responsables d'entreprise, responsables d'associations, responsables d'éducation, vous pouvez aider les gens à changer? Eh bien, les outils sont là. Vous ne le savez peut-être pas, mais Watson, monsieur d'IBM vous en a parlé, vous en parlera tout à l'heure, Watson, qui est l'intelligence artificielle de IBM, ou AlphaGo, qui est l'intelligence artificielle de Google, vous pouvez les télécharger. Vous pouvez les utiliser aujourd'hui sur votre ordinateur d'entreprise, sur votre iPad, sur votre smartphone. Comment? Dans le cadre d'une sorte d'abonnement. Vous allez sur le cloud, avec un numéro que je peux vous donner, mais que le monsieur d'IBM pourra vous donner encore mieux que moi, et dans une forme de sorte d'abonnement, vous faites des essais, vous faites un test, un premier test avec l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est extraordinairement utile maintenant? Parce qu'on est confronté au big data, c'est-à-dire l'accumulation des informations que les GAFA accumulent sur nous, que nous pouvons accumuler grâce à nos entreprises, et la banque, l'assurance, les juristes, les avocats sont confrontés à une quantité énorme de big data. Nous, les scientifiques, mais aussi les journalistes, les communicateurs, les écrivains, les patrons d'entreprise sont confrontés au big data. Or, qu'est-ce que c'est bien faire l'intelligence auxiliaire ou l'intelligence alternative? Ce sont des corrélations. Ça, c'est sa force. Sa force, c'est de dire, tiens, il y a ça ici, il y a ça et là, eh bien, rapprochons-les, peut-être c'est un nouveau produit, peut-être c'est un nouveau service pour notre entreprise. C'est ce que nous, scientifiques, on passe notre temps à faire. On lit des publications scientifiques, 960 000 publications médicales par an, 72 000 par mois. Si un médecin veut aujourd'hui se tenir au courant de tout ce qui est important sur le cancer ou sur le diabète ou sur l'obésité, il ne peut pas lire tout ça. Il lui faut des mois et des mois et des mois et des mois. Watson le fait en 5 minutes. Et non seulement Watson le fait en 5 minutes, mais vous fait des propositions, vous imprime les références. Et d'ailleurs, pour ça, des avocats aujourd'hui, comme la grande entreprise Baker Hostetler, utilisent Ross, qui est un dérivé de Watson. C'est pour ça que Fukoku Mutual Life Insurance, la plus grande entreprise d'assurance japonaise, remplace des actuaires, mais leur donne un travail plus intéressant à faire grâce à l'intelligence auxiliaire ou à l'intelligence alternative, pour changer le type de leur travail et s'augmenter eux-mêmes. Alors, on dit, mais attention, les cols blancs vont disparaître, les avocats, les notaires, les écrivains, les professeurs, les conférenciers, les consultants. Mais pas du tout. Les cols blancs, s'ils apprennent dès maintenant, ils ont la possibilité de le faire, je leur donne des exemples sur mon site web ou dans mes livres, pour déjà s'augmenter eux-mêmes avec l'intelligence auxiliaire ou l'intelligence alternative, qu'on appelle encore l'intelligence artificielle, eh bien, ils peuvent changer de nature eux-mêmes, être plus disposés à leurs clients, avoir plus de réponses rapides, et dans ce cas-là, consacrer plus de temps au lien social, au lien humain, qui est fondamental dans ce monde de plus en plus numérisé. Le forum de l'année dernière de la Cité des sciences et de l'industrie, auquel je vous invite, changer d'air, le prochain c'est le 21 juin, celui de l'année dernière, c'était « Au boulot les robots, la vie aux humains ». Et celui d'avant était au-delà du numérique, retour à l'humain. Eh bien justement, l'intelligence alternative, l'intelligence auxiliaire, l'alter cogito, pourra nous aider de plus en plus à
répartir notre temps différemment, à utiliser les corrélations pour gagner du temps et avoir plus de temps pour être vraiment dans la nature humaine, dans ce que nous sommes vraiment comme êtres humains, être des hyperhumains et pas seulement des transhumains. Je critique l'idéologie transhumanisme. Laurent est là? Oui, il est parti, peut-être. Je critique l'idéologie transhumanisme, je l'ai dit plusieurs fois, parce que je la considère élitiste, égoïste et individualiste, et même narcissique. Elle se concentre sur l'individu, alors que beaucoup d'entre nous pensons, avec Edgar Morin, Michel Serres, beaucoup d'autres personnes, et même aux États-Unis, des gens qui réfléchissent comme Kevin Kelly sur le cerveau planétaire, nous pensons que nous sommes en train de construire par l'interconnexion des objets, les IoT, Internet of Things, et nous-mêmes interconnectés les uns aux autres, une sorte de réseau neuronal planétaire, que j'avais appelé dans un livre précédent le cerveau planétaire, que j'ai appelé aussi dans le macroscope le cybionte, cyb de cybernétique, bios de biologie. Nous sommes les cellules de ce système vivant. Il commence à s'organiser lui-même, il commence à avoir une forme de conscience collective. Alors il faut que nous y prêtions attention, parce que nous sommes les agents intérieurs de ce système. Nous sommes les cellules ou les neurones de cet organisme vivant. Alors voilà le point de singularité auquel je vous ai vous emmené. Ray Kurzweil, qui est un transhumaniste qui travaille chez Google, un excellent d'ailleurs chercheur qui travaille sur le développement, dit que le point de singularité, pour lui, c'est dans 50 ans ou un siècle, quand les machines devenant hyper intelligentes et par le deep learning, c'est-à-dire apprenant les unes des autres, créant un réseau planétaire, vont transformer l'humanité en esclave. Ça, c'est Ray Kurzweil. Moi, Joël de René, j'ai mon point de singularité. Mon point de singularité, c'est lorsque cet organisme vivant que nous construisions de l'intérieur, comme des cellules ou des neurones, sera hyper dense et hyper connecté, eh bien, il prendra conscience de lui-même. Vous réalisez ce que ça veut dire? Un organisme vivant dont nous sommes les cellules qui prend conscience de lui-même. Qu'est-ce que il ou elle fera de nous? Est-ce que nous serons des parasites? Est-ce que nous serons des symbiontes? Autant s'en occuper dès maintenant. D'où l'importance fondamentale à mes yeux de faire en sorte que les chefs d'entreprise, les responsables d'associations, les éducateurs, les avocats, les notaires, les juristes qui sont dans cette salle puissent dès maintenant commencer à expérimenter avec l'intelligence auxiliaire ou l'intelligence alternative. Vous avez vu, je n'ai surtout pas employé le terme d'intelligence artificielle. Donc changeons de nature ensemble. Nous avons la possibilité de le faire. Les outils sont là. Construisons ensemble un futur souhaitable plutôt qu'un futur subi. Et pour cela, à l'exercice solitaire de l'intelligence élective et même de l'exercice solitaire du pouvoir électif, généralement politique, préférons la pratique solidaire de l'intelligence humaine augmentée, collaborative. Voilà le message positif auquel je voulais vous inciter pour que nous puissions construire ensemble un devenir souhaitable.